Donc, Monsieur Zézé, avec une vision, une volonté constante de participer à faire raconter l'histoire de la notation financière par l'Afrique et pour l'Afrique, à persévérer. Et Bloomfield Investment Corporation est aujourd'hui, figure parmi les 4 agences de notation financière sur notre continent. Alors, Monsieur Zézé, encore une fois, merci d'être au Bénin, merci d'être parmi nous. Première question par rapport à votre parcours, aucun regret? Alors, pour revenir à votre question, absolument aucun regret. Je pense que je me rends compte 11 ans après que c'était absolument nécessaire, quand je vois aujourd'hui l'impact que la notation financière a sur le marché des capitaux dans notre région et en Afrique, et ce que la notation financière a commencé à faire pour justement mettre en relief la qualité de crédit de nos pays et de nos entreprises. Donc c'est vraiment sans regret, et si c'était à refaire, je l'aurais fait de la même façon, sans rien changer. Et aujourd'hui, je suis très heureux de l'impact que la notation financière a justement dans les relations qui existent entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux dans notre environnement. Et je suis surtout très heureux qu'aujourd'hui ce soit fait par des Africains eux-mêmes qui sont certainement plus à même à maîtriser l'environnement dans lequel nous évoluons, parce que la notation financière, l'évaluation des risques en général, doit se faire de façon contextuelle. Donc c'est une évaluation de risque dans un contexte bien donné, et qui mieux que les Africains pour mieux maîtriser l'environnement dans lequel ils vivent. D'accord. Donc, vous avez commencé à définir donc, la notation financière. J'allais vous poser la question. Nous avons aujourd'hui un public de start-up, de PME, d'industriels. C'est des enjeux qui sont encore neufs. Comme je le rappelais, il y a aujourd'hui en Afrique 4 agences de notation. Nos économies sont beaucoup dominées par le secteur informel. Expliquez-nous en quoi consiste la notation financière d'une entreprise. D'accord, je vais essayer de le faire en français facile. C'est vrai que ce sont des termes très techniques, mais bon, je vais essayer de simplifier au maximum. Donc, le rôle d'une agence de notation financière, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Donc, la qualité de crédit d'une entité, ça peut être une entreprise, un pays, une collectivité locale ou même un instrument financier, c'est sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Nous appelons court terme les obligations à moins d'1 an et moyen et long terme les obligations au-delà d'1 an. Donc, dans l'évaluation de cette capacité à faire face à vos obligations financières, nous allons regarder des paramètres, nous allons évaluer des paramètres qualitatifs et des paramètres quantitatifs. Donc, qui vont nous permettre justement, après une analyse assez rigoureuse, d'établir cette qualité de crédit-là sur 2 échelles. Une échelle à court terme, donc qui va déterminer votre, si vous voulez, capacité à faire face à vos obligations à moins d'1 an. Donc en termes de, on va regarder surtout votre liquidité. Et une autre échelle à long terme, donc qui va établir vos fondamentaux. Donc c'est-à-dire que la qualité de crédit de l'entité notée à long terme. Donc, voilà le rôle de la notation financière qui, en réalité, si vous voulez, va permettre de réduire l'asymétrie d'information entre ceux qui demandent des capitaux et ceux qui donnent des capitaux. Parce que la raison pour laquelle le crédit n'était pas développé en Afrique, où maintenant vous constatez que c'est en train de se développer, c'est parce que ceux qui donnent les capitaux, ceux qui prêtent l'argent, n'avaient pas de visibilité sur ceux qui empruntaient. Donc visibilité sur ce qu'ils vont en faire, donc la capacité d'absorber ces capitaux-là, et visibilité sur les capacités et leur volonté à rembourser en temps et en heure. Donc évidemment, la notation financière va venir combler ce gap-là et permettre d'avoir un marché des capitaux plus liquide et un marché des capitaux plus développé. Et nous mettons aussi l'accent sur développer des marchés, enfin des capitaux, marchés des capitaux locaux et régionaux. Et régionaux, ok. Je suis Tambour. La start-up ou la PME qui a présenté son produit il y a quelques minutes. Je suis Daélian. Je veux me faire noter.
je viens vous voir à Bloomfield Investment, comment ça se passe? Alors, c'est un processus qui est très simple, hein. Vous venez solliciter une notation. Vous pouvez solliciter une notation, parce que vous avez trois types de notation. La notation sollicitée, la notation obligatoire et la notation non sollicitée. La notation sollicitée, c'est quand vous prenez l'initiative de vous faire noter, même quand ce n'est pas obligatoire, et vous rentrez dans un contrat avec l'agent de notation financière qui va vous demander un certain nombre de documents et faire l'analyse et faire des entretiens par la suite pour consolider les analyses et sortir un rapport de notation financière. La notation non sollicitée, c'est quand une agence de façon volontaire prend des informations publiques et donne une opinion non sollicitée sur une entité donnée. Évidemment, cette notation est plutôt risquée sur le continent parce que la probabilité d'avoir des informations disponibles publiques et à jour est plutôt très mince. Donc évidemment, cette option n'est pas pratiquée par les agences en Afrique. Et la troisième notation, c'est la notation obligatoire. Sachez que sur le marché de l'UEMOA, il y a une réglementation depuis 2009 qui oblige les sociétés qui veulent lever des fonds sur le marché des capitaux à se faire noter par une agence agréée par l'UEMOA. Non, si vous voulez lever des capitaux, que ce soit en action ou en obligation, non. En action, si vous voulez vous faire coter à la bourse, ou en obligation, si vous voulez lever de la dette. Et tous ceux qui se portent garants des émetteurs doivent être également notés. Donc si une PME vient nous voir de façon volontaire, on établit un contrat qui est un contrat confidentiel, nous faisons la notation financière, et ensuite c'est à elle de décider si elle veut la publier ou pas. Si elle décide de la publier, ça devient une notation publique. Si elle décide de la garder confidentielle, ça demeure une notation confidentielle. Très bien. Donc, 3 niveaux de notation financière. Alors, quand vous enclenchez un processus de notation d'une PME, vous avez plus d'une dizaine d'expériences. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus dans le processus de notation des PME? Vous savez, comme je dis toujours, hein, que ce soit une agence de notation financière ou une banque, par exemple, nous sommes dans un environnement où 98% du tissu économique est composé de PME. Donc, au lieu de continuer à dire quelles sont les difficultés des PME, c'est que les agents de notation financière ou les banques s'adaptent à leur environnement. Il ne faudrait pas que ce soit le contraire, il ne faudrait pas que ce soit les PME qui s'adaptent à notre façon de travailler. Donc, nous avons des méthodologies plus allégées pour les PME. Ça ne met pas en question la rigueur de l'évaluation ou, si vous voulez, la pertinence de l'évaluation. C'est juste que nous adaptons les outils à l'environnement dans lequel nous sommes. Pour les PME, on ne va pas demander les mêmes critères, si vous voulez, les mêmes éléments qu'on demanderait aux grandes entreprises. Ceci dit, on met en place une méthodologie qui nous permet si vous voulez, d'évaluer et de mettre plus l'accent sur les paramètres qualitatifs pour les PME que les paramètres quantitatifs. Vous avez des PME la majorité des PME n'ont pas de commissaire aux comptes. Okay? Donc, dans les états financiers, pas de commissaire aux comptes, donc ça veut dire que ce sont des états financiers qui sont certainement, pourraient avoir des doutes. Ceci dit, la méthodologie qu'on a mise pour nous rassurer que ces états financiers sont des bons, parce que vous savez, malheureusement, nous avons des PME qui se permettent d'avoir 3 états financiers différents pour la même année, ce qui est vraiment problématique. Mais nous avons une façon de poser les questions sur l'activité qui fera que si vous êtes dans la fraude, vous allez répondre à la même question 3-4 fois, avec 3-4 réponses différentes. On vous pose la même question 5 fois sous différentes formes et vous allez répondre 5 fois différemment si vous êtes dans la fraude. Si vous êtes dans le vrai, à la deuxième question, vous devrez dire « mais j'ai déjà répondu à cette question ». Donc on met en place un mécanisme dans la méthodologie des PME qui nous permet d'éviter de disqualifier systématiquement des PME parce qu'elles n'ont pas des états financiers certifiés, parce qu'elles n'ont pas un certain nombre de documents que nous demandons. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui différencie Bloomfield des agences de notation, on va dire,
occidentales, européennes, qui ont des prismes de vue qui ne tiennent pas compte des réalités que vivent les PME, des réalités culturelles, finalement. Je crois que c'est même l'essence même de la création de Bloomfield, en réalité. C'est ça. Je veux dire, c'est avant de créer Bloomfield, j'ai fait ce constat-là, parce que j'étais à la Banque mondiale à un moment donné de ma carrière, et j'étais chargé de négocier, si vous voulez, avec les différents pays, enfin, faire le suivi des dettes au pays. Et je voyais bien les notations qu'ils avaient, je regardais les notations, je regardais un peu l'approche de l'évaluation des pays. Je me rendais bien compte qu'on ne prenait pas en considération un certain nombre de réalités. Et donc, la différence essentielle entre nous, justement, et les agences internationales, c'est que nous mettons l'accent sur adapter notre méthodologie à notre environnement, ou du moins évaluer le risque dans un contexte qui est particulier. Dans le contexte africain n'est pas un contexte sophistiqué. Il est fortement influencé par la culture. Donc il est important de prendre ça en considération. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on réduit les standards d'évaluation. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on veut comparer des pommes à des pommes et pas des pommes à des poires. Et je crois que ça, c'est très important de comprendre ça. Si vous regardez, par exemple, nous notons sur la base de la monnaie locale, ce qui me paraît tout à fait logique. Nos entreprises empruntent dans leur monnaie locale et remboursent dans leur monnaie locale. Donc, quelle est la logique de les évaluer en dollars ou en euros? Ça n'a pas de sens. Parce que quand vous évaluez en dollars ou en euros, ce que vous dites fondamentalement, c'est qu'on va évaluer votre capacité à rembourser en dollars. Et cette capacité de rembourser en dollars va dépendre du niveau de réserve de devises du pays ou de la région et de la politique de transfert de devises. Donc vous pouvez être très riche en CFA et pauvre en dollars si vous n'avez pas, si la région dans laquelle vous êtes n'a pas des réserves nécessaires et donc a une politique de transfert de devises qui est restrictive. Je prends vous prenez l'UOMOA par exemple, qui a une banque centrale, une banque commune. Le niveau de réserve de devises est l'équivalent de 4,2 mois d'importation, parce qu'on évalue les réserves de devises en mois d'importation, donc 2,4 mois, ce qui est assez modeste quand même. Dans la CEMAC, c'est 1 mois, donc c'est très modeste. Donc évidemment, la capacité de faire des paiements en dollars est plutôt limitée. Lorsque nous disons, on va vous évaluer en CFA, donner votre vraie valeur intrinsèque en termes de qualité de crédit, et on vous donnera l'équivalent en devises étrangères. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que nous avons noté, que nous notons d'ailleurs depuis quelques années. En monnaie locale, en devises étrangères, la Côte d'Ivoire, avec Fitch et B+, risque élevé, avec Moody's, l'équivalent de 2B-, donc risque assez élevé. Mais en monnaie locale, et les risques faibles. Quand vous faites l'échelle de comparaison, ça correspond exactement à ça. Mais vous conviendrez avec moi que quand on est risque élevé, on ne va pas faire un eurobond, on ne va pas lancer un eurobond qui est souscrit à 2, 3 fois ce qu'on a demandé, des fois même 5 fois, avec des taux d'intérêt qui sont des taux négatifs. Ce qu'on appelle les taux négatifs, c'est emprunter à un taux qui est inférieur à votre qualité de crédit. Parce que votre qualité de crédit va avec un certain taux d'intérêt. Donc quand vous empruntez à un taux qui est inférieur à ce taux, on parle de taux négatif. Donc le dernier emprunt obligataire de la Côte d'Ivoire, c'était on lui a proposé 1,2 milliard sur 30 ans, 1,2 milliard de dollars sur 30 ans, avec un taux d'intérêt de 6%. C'est du jamais vu. Donc on ne peut pas dire que vous êtes risque élevé et on vous prête sur une maturité de 30 ans avec un taux d'intérêt de 6%, c'est contradictoire. Donc évidemment, mais nous on dit la Côte d'Ivoire risque faible, donc ça correspond justement à la réaction des investisseurs internationaux qui aujourd'hui ne regardent pas que les agences internationales, mais regardent justement aujourd'hui les agences locales et régionales qui donnent la vraie réalité en termes de valeur intrinsèque de qualité de crédit. Et ça, c'est absolument important. Ce que les investisseurs recherchent aujourd'hui,
ce n'est pas le nom de l'agence, évidemment, il faut que l'agence ait une bonne réputation, mais c'est surtout, on veut la bonne information, même si elle est mauvaise. Et nous, on va décider après. Donc l'investisseur est dans une logique de je veux la bonne information, je ne veux pas une information sophistiquée, je veux la bonne, et moi je décide si j'investis ou pas. Très bien. Alors, pour rester sur la question des PME, une dernière question avant de parler des enjeux de notation pays que vous avez commencé à aborder. Alors, une question peut-être un peu abrupte. Combien de PME avez-vous déjà noté et combien ont réussi à la suite de cette démarche de notation à lever des fonds ensuite? D'accord. Aujourd'hui, nous avons 100 entités dans notre portefeuille. Je ne sais pas exactement le nombre de PME, mais nous avons, en réalité, nous avons des PME moyennes, hein, c'est-à-dire des PME qui ont des chiffres d'affaires entre 1 milliard et 5 milliards, sont toujours des PME, parce qu'elles rentrent dans la définition des PME que nous on établit. Là, nous sommes, on a commencé un projet qu'on appelle un projet Champignon qui est financé par la BAD. Et on va commencer la semaine prochaine la notation de 15 PME, dont le chiffre d'affaires va entre 300 millions et 1 milliard. Donc on redescend dans une autre base, ce qui est très intéressant. Mais ce que je peux vous dire sur les PME dans notre portefeuille, nous avons une PME que nous avons commencé à noter il y a 6 ans, qui faisait un chiffre d'affaires de 6 milliards, il me pense, hein, avec une PME 6 milliards. Et je vous donnerai les différentes évolutions de cette PME. Donc, il y a 6 ans, elle faisait 6 milliards. Nous l'avons noté. Quand nous l'avons noté, elle s'est fait coter à Euronext à Paris. Aujourd'hui, elle fait 100 milliards de chiffre d'affaires, 6 ans après. Ça, c'est très important. Elle empruntait à l'époque, quand nous l'avons noté, à 12% avec une garantie. Elle est passée de la note 3B, qui est risque modéré, 3B, je me rappelle, 3B moins, risque modéré, la première note de risque modéré. Aujourd'hui, elle a A+, risque faible. Et elle emprunte aujourd'hui à 6% sans la garantie, sans garantie. Donc elle a gagné, en termes de taux d'intérêt, elle a gagné 600 points de base en termes de taux d'intérêt. Mais quand on parle si on veut parler de ce qu'elle a gagné en termes réels, c'est les 600 points de base. 600 points de base, c'est 6%. Donc, elle a gagné 6% parce qu'elle empruntait à 12%, maintenant à 6%. Mais si vous considérez que la garantie constitue, on va dire, 400 ou 500 points de base, donc 4 ou 5%, elle a gagné finalement 10% en 6 mois. Et elle a multiplié son chiffre d'affaires par pratiquement 12. Voilà. Voilà ce qu'on peut gagner avec la notation financière, parce qu'elle est devenue crédible, attractive. Ça lui a permis d'élever des fonds sur Euronext et de se faire coter à la bourse. Et aujourd'hui, évidemment, chaque année, elle est notée. C'est un processus continu. Donc, évidemment, ça la rend attractive. Et aujourd'hui, elle a ce niveau de performance. Donc, grâce à la notation financière, cette PME est passée de champion, on va en parler dans la conversation qui va suivre, de champion ivoirien, potentiellement champion régional, international. Voilà, et elle n'est plus une PME, parce qu'à 100 milliards de chiffre d'affaires, elle n'est plus une PME. Elle n'est plus une PME, ça c'est important de le dire, mais ce qui est important aussi, c'est que quand on fait la notation, on vous donne un rapport qui sanctionne les notes qu'on a données, et dans le rapport, on met de façon très claire en relief les forces et les faiblesses. Très bien. Donc évidemment, ça sert de tableau de bord à l'entité qui est notée. Ça lui permettra en substance de mettre en place une stratégie qui lui permettra de pallier aux faiblesses et de renforcer les points positifs. Les points positifs, voilà. Très bien. Donc la notation financière, on ouvrira des questions au public, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un véritable levier, un outil de crédibilité, d'attractivité, mais aussi de performance pour les PME. Vous aviez commencé à parler donc de la notation pays. Vous aviez été la première agence à noter une ville, la ville de Dakar, l'année dernière. Ça a suscité... C'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans, voilà.
ça a suscité un véritable buzz parce que c'était assez inédit. Vous parliez à l'instant de la notation d'un certain nombre de pays de l'UEMOA à la suite d'une réglementation qui allait dans ce sens. Éclairez-nous, quel est l'enjeu pour un pays aujourd'hui de se faire noter? Ouais, déjà, vous savez, les pays dans le système de revenus sont obligés d'emprunter. Tous les pays empruntent, hein, que ce soit les pays européens ou les pays africains, tous les pays empruntent. Maintenant, il s'agit de bien emprunter. Et bien emprunter, c'est-à-dire qu'il faut emprunter dans des conditions qui sont raisonnables. Il ne s'agit pas d'emprunter pour emprunter. Il faut emprunter dans des conditions raisonnables. Mais pour déterminer que les conditions sont raisonnables, il est important d'établir sa qualité de crédit, donc ses capacités d'absorption et sa capacité de rembourser. Donc aujourd'hui, pendant longtemps, nos pays ont emprunté à des taux très élevés, donc ont emprunté de l'argent très cher pour investir dans les infrastructures économiques et sociales et pour certainement renforcer leur budget. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que les ressources deviennent de plus en plus rares et il faut que les pays rationalisent et aient des politiques d'emprunt qui soient raisonnables. Parce que vous empruntez, mais il faut rembourser. Et donc, établir la qualité de crédit d'un pays va lui permettre justement d'emprunter à des taux, à des conditions qui sont raisonnables et lui permettre d'avoir de l'argent moins cher. Et dans cette dans cette même veine, ce que nous disons au pays, c'est qu'il est important d'être noté et dans une optique d'emprunter sur le marché local. Les pays empruntaient avant sur le marché local à des taux qui étaient élevés et à des maturités à court terme, à moyen terme, parce que les gens n'avaient pas de visibilité à long terme sur les pays. Parce que le marché, ce qui est extraordinaire, le marché, c'est que le marché n'offre pas de limite de maturité, hein, sur le marché des obligations, par exemple. Mais il est important, à un moment donné, pour les investisseurs, d'avoir une visibilité à long terme qui leur permettrait de prendre des positions à long terme sur les pays. Aujourd'hui, c'est ce que la Banque centrale a compris, et c'est pourquoi elle a mis ce projet de notation financière des pays, donc des 8 pays de l'UEMOA, repartis entre les deux agences de notation financière. Et l'autre objectif, c'est d'établir ce qu'on appelle une courbe des taux. Parce que comme je disais tout à l'heure, le coût de l'argent doit correspondre à la qualité de crédit. Donc l'idée à la fin de la journée, c'est d'établir une courbe des taux qui va permettre au marché de se réguler de sorte à ce que, en fonction de la qualité de crédit des pays ou des entreprises, on pourra emprunter à un taux qui correspond à cette qualité de crédit-là. Donc si on dit par exemple, quand vous êtes 2A, vous empruntez à 3%, ça deviendra à un moment donné la règle. Donc évidemment, plus vous êtes crédible, moins cher l'argent va coûter, moins vous êtes crédible, plus cher ça va coûter. Et on veut aussi sortir de cette logique de garantie systématique. C'est-à-dire que sur nos marchés, on avait un système de garantie systématique. Pas pour les pays, pour les entreprises, mais ce système de garantie systématique ralentissait justement le marché des capitaux, le rendait pas fluide. Aujourd'hui, si vous êtes noté et que vous émettez une obligation, si vous avez ce qu'on appelle une note d'investissement, c'est-à-dire vous êtes risque modéré à risque extrêmement faible, vous êtes exempté de la garantie. Donc vous empruntez sans garantie. Si vous avez une note spéculative, donc évidemment des risques assez élevés à défaut probable, vous êtes soumis à une garantie partielle. Donc la garantie va correspondre à votre niveau de risque. Donc là, on rentre dans une vraie logique de crédit, une vraie logique de marché des capitaux. Avant, on n'était pas dans une logique de marché des capitaux. On était dans une logique, je ne sais pas comment je l'appellerais, mais une logique qui ne correspond pas. Hein. Les gens, on a assisté à une absurdité sur le marché où vous avez une structure qui était très faible, qui était connue comme très faible, mais qui empruntait au même taux d'intérêt qu'une structure très solide, vérifiée parce qu'elle était notée à l'international. Donc c'est pour réguler aussi le marché,
établit les standards, parce que les pays établissent les standards. Donc la note du pays va établir un standard pour les sociétés dans son pays. Voilà. Récemment, le Bénin a été noté par l'agence Standards & Poor's il y a quelques semaines à B+. Quelle est la différence entre c'est quand même positif, une agence qui a d'ailleurs été souvent critiquée pour noter de manière négative les pays africains. Quelle est la différence entre finalement la notation pays d'une telle agence internationale, donc qui a une certaine présomption de crédibilité, et une notation pays par une agence comme Bloomfield? Mais B+, c'est pas positif. B+, c'est risque élevé. D'accord. Voilà, c'est pas le plus. C'est pas le plus voilà, qui, non, autant pour moi. B+, c'est risque élevé. C'est-à-dire que la note commence à être bonne quand on rentre dans la catégorie d'investissement. C'est-à-dire quand on commence par 3B-, okay. Là on est dans une logique de risque modéré. Donc risque B+, c'est risque élevé. Mais c'est là qu'il y a un problème, parce que l'agent de notation financière internationale dit que le Bénin est B+. Mais le Bénin est B+, sur la base de justement ce qu'on appelle le country ceiling. Le country ceiling, c'est le plafond souverain. Le plafond souverain de l'UEMOA, c'est 3B-. Donc ce que ça veut dire en termes pratiques, en notation en devise, aucun pays de l'UEMOA ne peut dépasser 3B-. C'est une logique qui est basée sur le fait que 3B-, c'est la note de l'UEMOA, et la Banque centrale fait partie de l'UEMOA. Donc la capacité de remboursement en devises étrangères de la Banque centrale va déterminer la capacité de rembourser de tous les pays de l'UEMOA, donc capé à 3B-. Donc le B+ du Bénin est dans ce contexte-là. Mais ça ne veut pas dire que le Bénin est risque élevé. Donc, si on enlève cette contrainte de politique de transfert des devises et country ceiling, la note que le Bénin a eue, B+, est la même note que la Côte d'Ivoire a eue avec Fitch. Mais avec Bloomfield, cette note correspond à 3B+, A-. Donc, 2A- de l'équivalent de la note de Moody's, équivalent à risque faible. Donc évidemment, ça dépend de quel point de vue vous le voyez. Du point de vue d'une notation en devise, évidemment, le Bénin a risque élevé, mais en notation en monnaie locale, le Bénin sera certainement pas risque élevé. Oui. Et c'est ça la différence. Donc nous, on veut établir pour les pays africains le vrai valeur intrinsèque en termes de qualité de crédit. Et puis maintenant, après, évidemment, elles sont obligées d'avoir une notation en devises étrangères si elles veulent aller émettre à New York, émettre à Londres, émettre à Paris. Mais il est important d'avoir les deux notes. Comme ça, on sait quelle est la vraie valeur intrinsèque. Parce qu'en monnaie locale, il n'y a pas de country ceiling, il n'y a pas de plafond souverain. La preuve, je veux pour preuve, en Côte d'Ivoire, le pays a noté A- en monnaie locale. Et la société d'électricité est notée 2A+, nettement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond souverain, on peut dépasser la crédibilité. La performance n'est pas une question de taille. Okay? C'est-à-dire, vous empruntez 20 milliards et celui qui emprunte 200 millions, je dis sa performance sur le remboursement de 200 millions peut être nettement supérieure à votre performance sur votre dette de 200 milliards. Donc c'est vraiment ces deux choses complètement différentes. Et c'est cette distinction-là que nous, on établit. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre. Pendant longtemps, il y a eu cette approche, si vous voulez, un peu remplie de préjudices, enfin d'idées préconçues sur l'Afrique, qui aujourd'hui, force est de constater que les agences internationales aujourd'hui nous consultent, nous, pour mieux comprendre l'environnement. Ce qu'elles auraient pu faire avant, qu'elles ne faisaient pas, maintenant elles comprennent que comme nous sommes là, ce serait difficile pour elles de sortir des rapports farfelus. Parce que nous, justement, nous sommes là pour contrecarrer ça. Et pour apporter une information qui... La vraie information. La vraie information. Voilà, la vraie information, pas l'information biaisée, pas l'information light, mais la vraie information.
Si vous comparez les rapports, vous verrez, nous, nos rapports sur les pays font en moyenne 32 pages. Le rapport des agences de notation financière internationale sur les pays africains font 8 pages. Bon, je dis, ça vous explique, ça vous dit quand même de quoi on parle. Donc, à un moment donné, ce qui est important, c'est que on commence à comprendre que ceux qui sont capables de mieux maîtriser cet environnement, ce sont les agents de notation financière panafricaine. Nous sommes pris par le temps. On va prendre quelques questions du public. Bonjour, je disais donc, je m'appelle, c'est bon là? Que je m'appelle Madame Sarr, je viens du Sénégal. Je suis vraiment satisfaite de vous entendre parler de plein de problèmes que rencontrent, je pense, les PME, c'est-à-dire la garantie bancaire. Et dans le cas où la garantie bancaire est le problème premier qu'on rencontre face aux banquiers, et que vous avez parlé d'autres alternatives, c'est-à-dire que la notation peut être une alternative, comment les startups, par exemple, peuvent venir vers vous pour avoir une notation et faire face aux banques. Si ma banque, par exemple, me demande une garantie, que moi, en tant que start-up, je peux me permettre, malgré mon budget, parce qu'apparemment, vous avez parlé des entreprises qui font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, et les startups en Afrique, je pense, commencent rarement avec un tel montant. Est-ce qu'il y a des grands groupes qui viennent vers vous et qui vous demandent, pour pouvoir investir en Afrique, quelles sont les startups vers qui donc vous devriez vous tourner pour trouver, qui viennent toquer à leur porte et vous leur offrez une banque de données ou une base de données de certaines startups en Afrique? Quel est le coût? Comment est-ce que vous calculez le coût pour ces startups pour venir vers vous? Et ma dernière question est la suivante, je suis un peu perdue. Est-ce que réellement, face à une banque, la notation peut avoir une réelle pouvoir de décision, étant donné que ça reste quand même une opinion, et c'est une opinion qui, si je comprends bien, est juste basée sur des aspects financiers, alors qu'en Afrique, il y a d'autres critères à prendre en compte pour noter des startups. Merci beaucoup. Très bien, merci Madame Sarr. Alors, bonjour, je m'appelle Exaucé, je suis de la Radio Libre francophone. Alors, ma première question, c'est celle de savoir quels sont les critères d'appréciation d'une notation financière. Les critères d'appréciation d'une notation financière. Et puis la deuxième question, c'est celle de savoir, est-ce que les critères d'évaluation d'une notation financière peuvent-elles varier selon l'entité? Selon l'entité? Oui. Africaine? Selon, que ce soit une entreprise ou un État, est-ce que les critères peuvent varier? Ok, très bien. Voilà. Et puis la troisième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de faire une notation financière qui soit, qu'elle soit fausse, cette notation financière? Merci. Un peu embarrassante, mais M. Zézé va y répondre. Très bien. Merci Monsieur Exaucé. Bonjour, je me nomme Anago Parfait. Je suis ingénieur informaticien. Et je suis heureux de participer à ce forum. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir la relation que votre agence entretient, votre agence de notation financière entretient avec les bourses de valeur. C'est la première question. Et la deuxième, elle a rapport à la monnaie que nous utilisons dans notre espace économique. Je parle du franc CFA. C'est une question, je vais dire, un peu personnelle. Je veux votre avis en tant que spécialiste des questions financières. Quel est votre regard sur le franc CFA et qu'est-ce que vous pensez que cela a comme impact sur les leviers de développement en Afrique francophone de la zone CFA, et quels sont vos conseils par rapport à la question du franc CFA? Je ne voudrais pas aller trop précise, mais je veux votre avis quand même sur la question du franc CFA. Merci, monsieur. Merci. On va prendre... Vraiment heureuse de participer à cet événement-là. Et là, je me rends compte qu'on est allé droit vers la finance. Ce n'est pas donné à tout le monde.
vous avez parlé de grandes entreprises. Nous, on n'est pas une start-up, mais on est une PME, puisqu'on a une boulangerie-pâtisserie et qu'on est dans l'artisanat. Qu'est-ce que vous faites pour ce genre de petits commerçants? Est-ce qu'on peut se faire évaluer sans avoir des milliards? Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'avoir des milliards. Surtout quand on vend du pain ou des petites choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites pour les petits commerçants? Parce que sans eux, il n'y a pas d'économie. Alors, je souhaiterais bien avoir quelqu'un qui m'évalue pour être dans de bonnes conditions, pour pouvoir m'auto-critiquer, me critiquer moi-même et voir comment je peux aller de l'avant. Merci. Merci, madame. Okay, bonjour. Je vous en prie. Caroline Saka. Je suis dans le domaine de la finance et du management. Lorsque je parle du constat qu'en Afrique, hors de nos frontières, il y a plusieurs structures de notation, est-ce à dire que pour un même pays, les notations peuvent être différentes selon la structure? Et qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement alors? Puisque si je prends un pays et que des structures différentes peuvent donner des notes différentes, cela voudrait dire que chaque structure a sa caractéristique fondamentale en matière de notation. Est-ce à dire aussi que la question de la notation financière est un peu subjective en fonction de la structure, ou est-ce qu'il y a un cadre qui réglemente un peu ces structures-là? Très bien, merci. Donc la question de Madame Sa, la garantie bancaire et la notation des startups. C'est vrai que les banques sont rentrées dans une logique de facilité, malheureusement. C'est-à-dire qu'elles vont demander systématiquement une garantie. Alors que ce que vous devez comprendre, c'est que la garantie doit correspondre au risque que vous représentez. Ou alors doit représenter la couverture du risque que vous représentez. Mais malheureusement, elle demande ça systématiquement. Donc vous vous retrouvez dans des cas où la banque va vous demander 200% de garantie du prêt que vous faites, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mais en même temps, c'est ça, justement, quand vous n'avez pas les moyens d'argumenter avec la banque, elle peut justement vous imposer ces critères. Parce que si vous avez un outil qui vous permet d'argumenter avec le pourvoyeur des capitaux, évidemment, vous arriverez à un compromis sur les conditions de l'emprunt. Et donc, évidemment, les PME sont certainement les plus désarmées vis-à-vis des banques. Donc, je crois que ce qui est important de comprendre, pour les PME et les startups, enfin, surtout pour les startups et les projets, nous pouvons faire de la notation financière, effectivement, puisque nous sommes dans une logique de perspective. Hein, nous prenons des informations historiques pour établir une base. Mais nous pouvons faire des notations de start-up. Nous avons déjà fait des notations de start-up avec les projections. Nous sommes dans une logique dynamique. Comme nous sommes dans une logique dynamique, ça veut dire que votre note, elle n'est pas gravée dans le marbre. On vous donne une note, elle peut changer 2-3 mois après, parce que justement, ce que vous avez dit que vous allez mettre en place n'est pas en train d'être mis en place. Ou alors il y a une réglementation qui vient complètement bouleverser votre secteur d'activité. Donc c'est très dynamique. Ceci dit, quand il s'agit des grandes start-up et des grands projets, mais pour les petits projets et pour les petites start-up, nous sommes en train de développer un produit qu'on appelle le Bloomfield Green Label. Et ça rejoint la question de la boulangerie. C'est-à-dire que ce label que nous allons faire agréer par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers va venir être, si vous voulez, une notation financière en réalité des petites structures, des toutes petites structures, des commerces, des projets basés sur un certain nombre de paramètres qui ne sont pas les mêmes paramètres que l'évaluation des grandes entreprises. Et ça, c'est pour démocratiser en réalité la notation financière en adaptant la méthodologie à la taille des structures de notre environnement. Okay. Nous avons une réalité qui est celle-là d'avoir beaucoup de petites et de très petites entreprises. Il est important d'avoir des méthodologies qui soient adaptées. Donc, nous voulons mettre en place ce Green Label là, ouais. Et aujourd'hui, comme je vous disais, beaucoup d'investisseurs veulent des informations pour avoir une visibilité sur le tissu économique africain. On dit toujours que l'Afrique est une terre d'opportunités, c'est vrai, il y a du potentiel en réalité. C'est plutôt une terre de potentiel.
Maintenant, il s'agit de transformer ce potentiel en opportunité. Et quand un investisseur qui vient en Afrique dans un pays de potentiel, il veut voir, avec les informations à disposition, comment transformer ce potentiel en opportunité. C'est là que nous venons être un élément clé dans ce dispositif, parce qu'en plus de la notation financière, nous avons un département qui s'appelle Bloomfield Intelligence, qui fait de l'intelligence économique. Donc nous faisons des rapports de risque sectoriel, des rapports de risque pays, nous créons des indices. D'ailleurs, nous avons créé un indice qu'on appelle Bloomfield Private Index pour évaluer la performance des secteurs privés, donc, que nous sortons chaque mois. Donc tous ces outils vont permettre aux investisseurs d'avoir une idée très claire sur les PME, la taille des PME, les besoins, les secteurs d'activité, où est-ce qu'il y a un potentiel, les risques les barrières d'entrée, la profitabilité de ces secteurs-là. Okay. Voilà. Maintenant, est-ce que les banques sont obligées de prendre la notation financière en compte? Oui, elles sont obligées désormais parce qu'elles sont rentrées dans BAL 2, BAL 3. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, elles sont rentrées dans BAL 2, BAL 3. Donc, évidemment, la notation financière devient quelque chose de fondamental dans le dispositif même de refinancement où elles sont obligées de prendre la notation financière. Pour se refinancer, elles sont obligées, enfin, le portefeuille qu'elles veulent refinancer doit être noté de toute façon. Donc là, on est dans une logique où aujourd'hui, la notation financière rentre même dans le cœur du dispositif des banques et rentre dans le cœur du dispositif du marché des capitaux dans l'UEMOA. Okay. Alors, les critères de notation financière, écoutez, nous allons regarder un certain nombre de paramètres qualitatifs et quantitatifs quand il s'agit... Nous avons 5 types de méthodologies pour les 5 catégories de risques. Nous avons la méthodologie de corporate, donc notation corporate, notation d'institutions financières, notation d'instruments financiers, notation d'entités publiques, donc ça ce sont les entreprises publiques et les collectivités locales, et la notation souveraine. Donc 5 catégories de risques avec 5 méthodologies. Il y a une méthodologie de base. La méthodologie de base, c'est la méthodologie corporate, de laquelle va découler les autres méthodologies. Les autres méthodologies sont des spécificités à ces secteurs d'activité-là, mais en partant toujours de la méthodologie de base. Donc ce sont, on va regarder, par exemple, si on prend une banque, on va regarder sa capacité à générer du cash flow, sa liquidité, le cadre réglementaire dans lequel elle évolue. On va regarder sa politique de crédit. On va regarder son portefeuille non performant. On va regarder aussi l'environnement dans lequel elle évolue, donc le risque pays. Donc il y a une panoplie de paramètres qualitatifs et quantitatifs que nous regardons pour chaque entreprise que nous notons. Donc la différence de méthodologie va être en fonction des catégories de risques pour les spécifications. Voilà, la notation, est-ce qu'on a déjà fait une notation qui est inadéquate? Nous sommes régulés, réglementés par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui, justement, chaque année, va faire une évaluation pour voir si nos méthodologies sont en adéquation avec les rapports qui sont sortis. Donc, évidemment, il y a un contrôle que nous subissons. Ça, c'est important de comprendre. Nous subissons un contrôle. Mais il y a une chose que vous devez comprendre qui est très importante, c'est que nous faisons la notation en fonction des informations que nous donnent et que nous recueillons. Donc, comme les Américains disent « garbage in, garbage out ». Si vous nous donnez des informations qui sont erronées et qu'on n'a pas eu la possibilité de les vérifier, le résultat sera erroné. Évidemment, nous rassurons que nous testons et nous vérifions toutes les informations qui nous sont données parce que nous ne présentons pas pour argent comptant. Évidemment, ça nous permet de sortir de bonnes notations. En ce qui concerne Bloomfield, ça fait 11 ans que nous existons. On n'a jamais sorti une note d'investissement et il y a eu un problème là-dessus ou un défaut. Aucune entité que nous avons notée en investment grade, en note d'investissement, en 11 ans n'a fait défaut. Ça montre bien qu'il y a certainement une adéquation entre notre méthodologie et les notes que nous sortons. Et ça, c'est très important de comprendre. Parce que la crédibilité qu'une agence a
ce n'est pas seulement l'agrément, c'est la crédibilité du marché. Donc évidemment, aujourd'hui, entre les deux agences qui existent, dans l'UEMOA, Bloomfield a près de 95% du marché. Donc ça veut dire ce que ça veut dire en termes de crédibilité. Je pense que nous avons établi cette crédibilité-là sur le marché et nous avons bien montré qu'il y a une adéquation totale entre les notes que nous sortons et la réalité. Et nous faisons un suivi permanent. Il y a une entreprise dans notre portefeuille qui a fait défaut, mais nous avons prévenu le marché 2 ans avant. Donc nous avons anticipé puisque nous suivons. Donc évidemment, quand elle a fait défaut, sa note a dégringolé. Les investisseurs ont bien vu qu'il y a 2 ans, on avait prévenu que cette entreprise est en train de couler. Et ça n'a pas raté. 2 ans après, elle a coulé, elle a été dégradée d'investment grade à speculative grade. Mais ça, c'était déjà anticipé parce que nous avons cette capacité de le faire. Alors, la troisième question, c'est quelle est la relation avec la BRVM? Donc, nous sommes un acteur du marché. La BRVM est la société qui organise les levées de fonds. Donc, nous sommes un peu un intermédiaire de ce marché-là. Nos notes sont utilisées sur le marché, sur la BRVM pour justement lever des fonds. Et nous avons aussi une relation commerciale avec la BRVM qui nous fournit des informations sur les transactions boursières qui nous permet, nous, chaque semaine, de sortir ce qu'on appelle un rapport boursier Bloomfield qui informe les investisseurs sur les activités de la BRVM et on prend une opinion, évidemment, nous, sur un certain nombre de transactions et un certain nombre de sociétés. C'est ça la différence entre une agence de notation financière et la majorité des information providers. C'est que nous faisons l'analyse et nous prenons une position que nous assumons en termes d'analyse des entreprises. Voilà, donc j'ai répondu à la quatrième. Mais CFA, je sais pas vraiment, je crois qu'il y a énormément de débats sur les CFA. Enfin bon, CFA pour l'instant c'est la monnaie de l'UEMOA. C'est une monnaie qui est forte parce qu'elle est arrimée à l'euro. Évidemment, à long terme, il est important qu'un pays ait sa propre monnaie, déterminée par lui-même sur un certain nombre de critères. Mais comprenez également que nous sommes des pays qui restons des pays importateurs. Donc, ce que ça veut dire, quand vous êtes un pays importateur, il est important pour vous d'avoir une monnaie forte qui vous permet d'importer, d'avoir un pouvoir d'importation qui soit plus élevé. Si vous avez une monnaie qui est très faible ou qui est spéculative, qui fluctue énormément, et vous empruntez, vous êtes des importateurs, évidemment, ça vous pénalise. Donc, je crois que vouloir avoir une monnaie qui soit une monnaie que nous maîtrisons, qui soit notre monnaie, ça va aussi avec le niveau de développement de nos économies. Il faut qu'on devienne des économies exportatrices de produits finis. À ce moment-là, ça aura un sens d'avoir une monnaie qui fluctue. Donc je crois qu'il y a matière à aller en profondeur dans la réflexion et adapter notre discours de vouloir avoir notre propre monnaie avec le développement de nos économies. Ça va de pair. Ce ne sont pas des discussions qui devraient être séparées. Ce n'est pas une question seulement de souveraineté. Okay? C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de sa souveraineté, ou du moins les moyens de la politique de souveraineté. Parce que nous disons toujours qu'on est souverain, mais est-ce qu'on est vraiment souverain? Faut qu'on soit réaliste à un moment donné pour savoir que nous sommes encore dans des situations de faiblesse. Donc, je crois que cette souveraineté vient avec notre capacité à consolider notre économie, à la développer, à être solide politiquement et économiquement. Voilà. Alors, la dernière question, c'est est-ce que 2 agences de notation peuvent donner 2 notes différentes sur la notation d'une même entité? C'est généralement pas possible, parce que vous utilisez exactement les mêmes informations. Il y a une possibilité d'avoir une différence d'un cran ou une différence de perspective. Et ça, c'est une question d'approche. Ce n'est pas une question d'information reçue, c'est une question d'approche. Je vous donne un exemple très simple.
À un moment donné, vous avez certainement suivi, Standard & Poor's a dégradé les États-Unis et dégradé la France. Moody's et Fitch ont maintenu la note. Donc ça veut dire que pendant que Moody's et Fitch disaient que les États-Unis et la France étaient 3A, Standard & Poor's a décidé de dégrader de 1 cran à 2A+. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisaient pas les mêmes informations, non. Ça veut dire que l'approche de Standard & Poor's était différente. Standard & Poor's dit en substance que la France commençait à être surendettée. Donc, être surendetté, c'est déjà, par exemple, que le stock de votre dette soit à 100% ou au plus de 100% de votre PIB. Okay? Et ce que ça veut dire que plus votre dette est colossale, plus le service de la dette est colossal. Donc, quand le service de la dette devient colossal, vous êtes obligé de faire des concessions budgétaires. Donc, dans ces concessions budgétaires-là, généralement, vous n'allez pas compromettre la qualité du pays en réduisant, en ne payant pas vos dettes. Donc, vous allez chercher à réduire. Vous n'allez pas réduire le salaire des fonctionnaires. Vous n'allez pas... Où vous allez couper, c'est généralement dans les investissements qui n'ont pas nécessairement de contraintes politiques. Et si vous réduisez les investissements, évidemment, vous avez une économie qui va ralentir, qui va pas produire la richesse qu'elle devrait produire, parce que pour justement produire la richesse, il faut qu'il y ait un environnement qui soit adéquat. Donc voilà où vous pouvez avoir une différence, mais ce n'est pas une différence fondamentale. Si vous avez une différence de 2 crans ou plus, c'est que vous n'utilisez pas les mêmes informations. Ça, c'est clair. Voilà, donc pour les 5 questions, les 5 premières questions, voilà les réponses. Merci. Alors moi j'ai une question parce qu'on a beaucoup de startups, beaucoup de jeunes entrepreneurs dans cette salle. Un jour, je le rappelais au début, vous avez été une startup, vous avez commencé de rien, dans un contexte où il y avait énormément de difficultés, d'obstacles, où les gens ne comprenaient pas ce que vous vouliez faire finalement. Pour tous ces entrepreneurs qui sont dans cette salle, qui commencent peut-être ou qui ont commencé il n'y a pas très longtemps et qui rencontrent peut-être des difficultés par lesquelles vous êtes passé, j'aurais vous demander de leur dire un mot et ce sera votre mot de fin. D'accord, merci. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante quand on décide d'être entrepreneur. Ça va peut-être vous surprendre ce que je veux dire, mais dans l'entrepreneuriat, le plus difficile, vraiment le plus difficile, c'est la décision d'entreprendre. Tout le reste, si vous voulez, c'est une logique de l'entrepreneuriat. C'est une, si vous voulez, c'est l'ADN de l'entrepreneuriat. Les difficultés, les challenges, ça fait partie du processus. Il n'y a pas d'autre processus. Que vous regardez Bill Gates, que ce soit Dangote, que ce soit Steve Jobs, le processus de l'entrepreneuriat est exactement le même challenge dans différents contextes, pareil. Donc le plus difficile, c'est la décision d'entreprendre. Ceci dit, quand vous avez décidé d'entreprendre, vous n'avez plus droit au doute. Vous n'avez plus droit au doute, parce que le doute, c'est avant de prendre la décision. Une fois que vous avez pris la décision, plus le doute n'est plus autorisé. Parce que le seul frein possible à votre entrepreneuriat, c'est vous-même. Et l'ennemi fondamental de l'entrepreneuriat, c'est le doute. Une fois que vous doutez, c'est terminé. Ok? Tout le monde a la capacité d'être un entrepreneur, mais dès l'instant où vous avez pris la décision, il est important d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est pourquoi la décision d'entreprendre ne devrait pas être une décision farfelue. Hein. C'est pas je ne trouve pas d'emploi, donc je vais entreprendre en attendant de trouver de l'emploi. Non, non. L'entrepreneuriat, c'est une vocation. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est extraordinaire parce que vous décidez de créer des emplois, vous décidez d'impacter la vie des gens, vous décidez d'impacter l'environnement dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire que c'est une grande décision et c'est une décision de courageux. Donc une fois que vous avez pris cette décision, vous êtes déjà un gagnant, vous êtes déjà un gagneur. Donc vous ne pouvez pas échouer. Vous échouez seulement que si vous avez décidé que c'est quelqu'un d'autre qui va financer, que c'est quelqu'un d'autre qui va créer l'environnement. Dès l'instant où vous donnez la responsabilité de la réussite de votre entrepreneuriat, de votre entreprise à quelqu'un d'autre, ben vous ne pouvez pas réussir puisque c'est lui qui va décider finalement.
Okay? Votre projet doit répondre à un besoin de la société. C'est ça, un projet d'entreprise. Ça doit répondre à un besoin. Vous voulez, ou alors, c'est soit un besoin en innovation ou un besoin en amélioration. Si vous voulez faire un pressing, par exemple, mais pourquoi on ira dans votre pressing alors qu'il y en a déjà 5000? Donc, c'est qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée pour améliorer justement les pressings qui existent déjà. Si c'est quelque chose de nouveau, évidemment, ça correspond à un besoin qui peut être connu ou pas connu. S'il n'est pas connu, c'est à vous de faire la pédagogie. S'il est connu, évidemment, vous apportez la solution. Il faut être courageux. Les challenges, comme je vous ai dit, c'est un processus normal. Il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi sans aller à travers les challenges. Le financement, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que quand vous commencez à entreprendre, il y a un certain nombre de prérequis. Une fois que vous avez pris la décision, c'est de structurer votre business de sorte à ce qu'il représente un intérêt pour ceux qui doivent financer. Rassurez-vous, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la solidarité, c'est du business. Donc, personne ne va vous aider. Ce n'est pas de la solidarité, c'est du business. Donc, ça veut dire que celui à qui vous voulez vendre, il faut qu'il ait son intérêt dans ce que vous voulez vendre. Celui que vous voulez qui finance votre entreprise, il faut qu'il ait un intérêt à financer votre entreprise. Et donc, dans votre stratégie, c'est d'abord voir l'intérêt de l'autre qui finalement va être votre intérêt. Mais il faut voir son intérêt d'abord. Donc, c'est pourquoi on vous dit, aux États-Unis, on vous dit, par exemple, le client est roi. Mais c'est ça l'essence même d'un business. Parce que vous voulez satisfaire quelqu'un. Quand il est satisfait, vous gagnez. Quand il n'est pas satisfait, vous ne pouvez pas gagner. Donc ça, c'est très, très, très important. Et je me réjouis de voir qu'en Afrique, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a vraiment une vraie si vous voulez, tendance à l'entrepreneuriat ces dernières années, ce que je trouve extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on était dans une logique il y a 20 ans, 30 ans, de finir et de chercher à travailler pour les autres et de rester dans une structure fait carrière. Après, il y a eu les mouvements, c'est-à-dire que les jeunes venaient, ils étaient dans une structure, ils changeaient de structure 2-3 ans après. Il y avait ce mouvement-là. Et maintenant, c'est la logique de l'entrepreneuriat. On veut créer nous-mêmes notre propre emploi déjà, créer d'autres emplois et apporter quelque chose à notre pays. Donc voilà ce que je voulais dire aux start-upers, aux entrepreneurs. Et Bloomfield, nous, on met un accent particulier à coacher. On coach gratuitement, on donne des conseils. On vient animer des séminaires. On ne se fait pas rémunérer pour ça parce qu'on estime que c'est notre devoir moral de justement aider et tirer les jeunes vers le haut. Voilà, merci. Merci Stanislas Zézé, vous le faites déjà. Merci infiniment. Merci d'être venu au Bénin. Merci d'être venu partager avec nous votre expérience, d'être venu nous donner des éclairages absolument pertinents et intéressants sur ces enjeux. Merci, mille merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je voulais remercier Bernard d'avoir pensé à m'inviter. Je remercie tous les organisateurs, je vous remercie tous. Et je pense que c'est une initiative extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que j'encourage Bernard dans cette initiative et je l'encourage surtout à répéter chaque année. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une logique de, si vous voulez, de débat, de discussion, d'échange, et c'est ce qui fait avancer les pays. On ne faudrait pas se plaindre pour se plaindre, il faut créer des plateformes qui permettent aux gens de changer, de poser les problématiques, de trouver les solutions. Mais les solutions, on les trouvera ensemble. C'est à nous la responsabilité de faire avancer le Bénin et la responsabilité des Béninois et des autres Africains. Ce n'est pas la responsabilité des Français, ils n'ont aucun intérêt. Moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai intérêt à ce que le Bénin avance, mais le Français, il n'a pas nécessairement intérêt. Enfin, il vient pour son intérêt, mais que le Bénin avance, il n'a pas un intérêt naturel pour que le Bénin avance. Donc, c'est important, ce genre de plateforme qui nous permettent d'échanger, de réfléchir. Nous sommes très intelligents, sauf que nous ne sommes pas très organisés. Et je pense qu'à force de discuter, à force de débattre, nous commençons petit à petit à se structurer et nous allons y arriver. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous.